Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de la tournée RMC des meilleurs artisans de France, le podcast itinérant qui parcourt l'Hexagone à la rencontre des artisans pour évoquer avec eux leur parcours et s'inspirer de leurs expériences, souvent aussi inspirantes que variées. Et aujourd'hui, c'est à Arctic près Bordeaux que nous sommes accueillis par Brico Dépôt qui est partenaire de la tournée. À l'aube d'une époque où les intelligences artificielles menacent de remplacer de nombreuses professions, l'artisanat continue son expansion en France en comptant aujourd'hui un peu plus de 1,8 million d'entreprises artisanales, parmi lesquelles on recense environ 440 000 entreprises liées au bâtiment. Longtemps, le métier d'artisan s'est construit calepin en main, loin des écrans. Or, au cours des dernières années, le numérique s'est infiltré dans tous les pans du bâtiment. Ce qui était autrefois un gadget ou une option pour se démarquer est devenu un enjeu du quotidien, rendant le numérique incontournable, d'autant plus qu'il est parfois même imposé par la réglementation. Et c'est un fait, l'artisanat est en train de vivre un bouleversement digital qui prend des formes variées selon les métiers. De la simple tablette équipée du logiciel de chiffrage en temps réel aux lunettes de réalité augmentée, faut-il toujours considérer que la révolution numérique est devenue obligatoire et est-elle toujours salutaire pour l'artisan? C'est l'enquête que nous allons mener avec mes invités du jour qui ont pris place autour de l'établi. Je vous présente David Rosier. Bonjour David. Bonjour. Entreprise 3D Menuiserie, un confrère donc. Oui, un confrère. Bon. Alors menuiserie extérieure plutôt? Oui, plus extérieur, oui. Donc, mais je fais un peu d'intérieur aussi. Ok, tu es sur quelle région? Nous, on est sur Carbon-Blanc, on est juste à côté. Le local de l'étape. Tout à fait. Peut-être que tes collègues le sont aussi, parce que tu n'es pas seul. On accueille également Olivier Bernard. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors toi, tu représentes la société Hercule Pro. Oui. Alors c'est quoi Hercule Pro? Hercule Pro, c'est un éditeur de logiciels pour les métiers de la menuiserie et de la fermeture. Ça tombe bien. C'est le sujet. Donc on va en parler tout à l'heure parce que c'est pas juste une solution de facturation ou juste une solution de configuration, c'est bien plus que ça et c'est vraiment totalement dans la thématique d'aujourd'hui. Donc merci de ta présence. Et enfin à côté de toi, on a également Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc Marmion. Tout à fait. C'est ça, tu es cordiste de métier. Ton entreprise c'est MS Access, tu es implanté où? On est implanté à Canéjan, en région bordelaise. On rayonne sur tout le Grand Sud-Ouest et on est spécialisé dans les travaux d'accès difficiles dans le bâtiment et l'industrie. Oui, parce que cordiste, on a souvent tendance à croire que c'est plutôt élagueur ou Et nettoyage non, des petites fenêtres, mais c'est bien plus que ça. Ce sont deux métiers très différents, c'est avec super. des techniques différentes. Le point commun, c'est juste la corde. Ok, tu vas pouvoir nous en parler, parce que c'est un métier qui est un petit peu inconnu, mais qui souvent est impératif, même indispensable pour certaines tâches du bâtiment, j'imagine. Effectivement, indispensable de par l'accès qui ne peut pas être fait par un échafaudage, une nacelle ou une nacelle volante. Ouais. Alors en tout cas, merci messieurs de nous avoir un petit peu consacré de temps et de partager l'établi avec moi. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet avec toi, Sylvain. Est-ce que dans ton métier, quand tu as commencé ta formation, ça fait combien de temps que tu es à ton compte? Ça fait depuis 2011 que je suis à mon compte et ça fait depuis 2004 que je suis cordiste. Et du coup, en 2004, quand tu t'es formé, est-ce que le numérique, ça faisait partie de ton métier? Absolument pas. Oui, je me doute. En fait, c'était baudrier, corde. Exactement. Voilà, et c'était tout. Alors, comment c'est venu dans ton métier le numérique et sous quelle forme? Alors, pour ma part, j'ai toujours eu une appétence pour tout ce qui est numérique, informatique. Ça m'a toujours intéressé. Et au-delà du fait que c'est très utile pour mon métier, je m'y amuse énormément. Je prends du plaisir à découvrir toutes les fonctionnalités possibles à appliquer dans mon métier. Et donc, c'est venu relativement naturellement. Oui, parce que quand on a d'un point de vue extérieur l'image de toi, même si tu es spécialisé dans le bâtiment, on se dit, bon, peut-être que le numérique, il intervient au niveau de la facturation, au niveau de ta comptabilité ou même de ton site internet, pourquoi pas. Mais en fait, il y a bien plus que ça. Il y a même le volet intervention sur les chantiers où tu es concerné par le numérique. Oui, tout à fait. Nous, on est en zéro papier. La totalité de nos interventions, elles sont gérées sur des smartphones ou des ordinateurs quand on est dans la partie administrative au bureau. Mais effectivement, on n'a plus aucun support papier. Tout est géré. Les photos sont envoyées directement dans les dossiers clients. Tout est géré de façon... alors, je dirais pas que c'est 100% automatisé parce qu'on a quand même encore pas mal de choses à faire. Mais on essaye de faire en sorte de limiter au maximum le papier, l'utilisation du papier et les interactions qui ne pourraient pas être assimilées par l'IA en l'occurrence, puisque nous, on utilise beaucoup l'IA. Et ça, c'est lié au fait que tu t'es développé, que tu as pas mal d'employés maintenant. Est-ce que c'était lié d'un constat où des fois tu avais des informations qui pouvaient se perdre, qui pouvaient être erronées, le calepin qui t'est pas retrouvé dans le camion? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette transition-là à un moment donné? De par, déjà, comme je disais tout à l'heure, mon intérêt pour ce genre d'outils. Au-delà de ça, effectivement, quand on avait les fiches de chantier remplies à la main, il faut les retranscrire, c'est de la perte de temps.
Si on a déjà... Surtout quand il y en a qui écrivent pas très bien. On va se le dire dans les équipes, il y en a toujours un. Exactement, il y a la correction orthographique, ça aide énormément à avoir des rapports clairs et structurés, puisqu'on peut mettre en place des modèles de rapports où il y a juste des cases à cocher. Oui, par exemple, quand tu fais une visite sur un chantier, tu peux avoir un questionnaire type de est-ce que c'est accessible, la hauteur, est-ce qu'il y a un point d'eau, une prise électrique. Enfin, tu peux déjà te faire ta liste pour ne pas oublier certaines informations. Exactement. Okay. Et la trame peut tout à fait être sur un support numérique et remplie automatiquement. Et comme ça, quand tu as l'équipe qui va, même si tu n'as pas eu le temps de la voir ou que le gars revient de congé, il peut quand même avoir accès au dossier tout est partagé en temps réel. Okay. Tout à fait. Alors toi, David, ça fait combien de temps que tu es à ton compte ? Waouh 1800 Non, du tout. Non, je suis un jeune chef d'entreprise. J'ai repris l'entreprise en 2024 par rapport à mon ancien patron qui est parti à la retraite. Donc, ancien commercial reconverti en chef d'entreprise. Et toi, quand tu as repris l'entreprise, tu as repris déjà les habitudes, les logiciels, les façons de travailler. Tu travailles seul ou tu as déjà une équipe sur place ? Non, j'ai une équipe. Nous sommes 5 en tout. D'accord. Depuis quelque temps, on va dire que l'activité est sympathique. On est toujours entre nous. On fait les choses de manière familiale parce qu'on est une entreprise familiale dès le départ, puisque tous mes collègues, disons que c'était de la famille de mon ancien patron, ou soit c'était. Il y avait quand même une question de confiance. Tout à fait. On est toujours en confiance, relation là-dessus, et puis on a toujours travaillé avec la même équipe. On travaille aussi avec Hercule Pro, mais c'était notre ancien logiciel qui était Adjustem, qui a été retranscrit par rapport à Hercule Pro. Donc nous sommes toujours dans la même mouvance. Oui, parce que quand tu reprends une entreprise, tu reprends le patrimoine, tu reprends l'expérience, les gens, les caractères, mais tu reprends aussi, en général, la façon de fonctionner, les logiciels, les interfaces. Tout à fait. Parce que les gens sont habitués, parce que même quand tu veux changer, tu as toujours un temps de formation, d'adaptation, de transformation qui est impératif. Pour toi, c'était la logique de garder déjà l'existant pour voir comment ça évolue, ou c'était déjà dans ta tête, tu disais, cette interface-là, elle n'est pas assez performante, elle n'a pas forcément les options que j'attends. Est-ce que tu as fait des changements au niveau numérique dans ton entreprise ? Non, j'ai pas fait de changement. On a juste fait une bascule, comme je vous ai dit. Donc, on est passé d'un ancien logiciel qui était Adjustem, qui était très adapté à mon métier, à un nouveau logiciel qui est encore plus. Donc, on va dire que l'amélioration s'est faite toute seule avec ces anciens patrons de l'ancienne équipe qui sont dans la nouvelle. Donc, on n'a pas de souci particulier avec ça. Et en termes numériques, c'est une continuité. Et en plus, il y a des options qui sont de plus en plus supplémentaires sur ça, comme la facturation électronique qui sera bientôt adapté, mais c'est pas encore ça. On essaie d'avancer dessus, mais sinon, franchement, le logiciel, on est en continuité. Mais quand tu veux changer un logiciel, que ce soit en comptabilité, que ce soit pour la gestion de ton stock, etc., j'imagine que derrière toi, en tant que patron, tu te dis, c'est un investissement certes financier, mais aussi en personne. C'est-à-dire qu'il faut les transitions, il faut mettre à jour, il faut que les gens soient de bonne volonté aussi, parce que c'est pas toujours simple de s'adapter à des nouvelles interfaces. Toi, tu avais cette crainte-là ou pas du tout ? Non, pas du tout, parce que comme je vous ai dit, même dans la façon de fonctionner du logiciel, on était dans la continuité du premier logiciel, donc on n'a pas trop de soucis par rapport à ça. Et mes équipes ont été formées dès le départ sur le premier logiciel, donc c'était purement une continuité. Donc là, franchement, j'ai pas eu de soucis. Bon, tant mieux, ça s'est fait dans la douceur. Oui, dans la douceur, pas dans la douleur. En préparant cette émission, j'ai fait quelques petites recherches et c'est vrai que dans tous les métiers, que ce soit l'administratif, le bâtiment, il y a toujours ce petit frein générationnel. C'est-à-dire que quand on a parfois des gens qui sont assez jeunes, ils vont être nés avec un smartphone dans la main, tandis que d'autres, ils ont connu le carnet à souche et c'est pas forcément la même adaptabilité ou la même appétence dont tu parlais tout à l'heure, Sylvain. Et bien que la technologie, elle progresse, on estime à peu près, c'est un sondage conjoncturel de la CAPEB, que 42% des artisans de plus de 50 ans déclarent ressentir une angoisse administrative ou technique face à l'obligation d'utiliser des plateformes 100% dématérialisées. Alors, on pense à MaPrimeRénov', mais par exemple, pour d'autres grosses entreprises, on peut penser par exemple à Chorus Pro, qui est l'interface par laquelle on se fait payer les factures des collectivités, par lesquelles on peut aussi candidater pour des appels d'offres, les achats publics. Donc, c'est vrai que le numérique est devenu vraiment quasiment indispensable. Incontournable. Ouais. Toi, Olivier, du coup, tu es de l'autre côté de l'ordinateur, tu es derrière le clavier. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui, les artisans ? Parce qu'ils savent, la plupart, qu'il y a
il y a une obligation malgré tout, que ce soit réglementaire ou dans l'efficacité, de dématérialiser bon nombre de choses. Toi, dans le logiciel que tu proposes, très brièvement, c'est quoi en gros qui est concerné dans l'entreprise pour l'artisan? Alors nous, c'est assez stratégique parce que, en fait, on permet à l'artisan de chiffrer des produits qui sont fabriqués par les industriels avec qui il travaille. Ça veut donc dire qu'on est le maillon entre l'industriel fabricant et l'artisan qui va venir proposer de changer des fenêtres, des volets ou autres produits du bâtiment. Ça veut donc dire qu'on ne travaille que sur des produits dits sur mesure, en grande partie, et avec deux contraintes qui sont le calcul du prix et le calcul de la faisabilité du produit. Ça veut donc dire que par rapport à ça, l'artisan, il comprend bien qu'il y a un intérêt parce que, vu la pluralité de fabricants avec qui il travaille, il veut pouvoir prendre un volet chez X, une fenêtre chez Y, une porte de garage chez Z, mais mettre ça sur un même document qui va se transformer de devis en commande, commander ses produits chez l'industriel, puis facturer, etc., etc. Oui, parce que des fois, c'est des questions de prime, des fois, c'est des questions de gamme. Tu as le client qui veut telle finition, Oui. c'est disponible que chez un tel. Donc, l'idée, c'est que lui, il n'a pas besoin de solliciter le commercial de chaque fabricant. Il passe directement dans un logiciel, il fait sa sélection. Et j'imagine qu'automatiquement aussi, il y a peut-être une mise à jour entre les données, les prix du fabricant et l'interface qu'il utilise, c'est ça? Oui, alors, comment dirais-je, historiquement, il y avait ce qu'on appelle le client lourd, c'est-à-dire le logiciel installé, et qui nécessitait qu'il aille faire ses mises à jour lui-même. Aujourd'hui, comme on est sur le web, l'intérêt qu'il y a, c'est que tout est en temps réel. Ça amène une grande réactivité par rapport à ce que l'industriel donne en termes de tarifs et toutes les évolutions produits. Il n'y a pas que les tarifs. Il faut comprendre que dans le domaine de la menuiserie, de la fermeture, il y a une complexité qui est grandissante. Il y a une offre qui est de plus en plus large. Il y a toutes les contraintes, notamment pour MaPrimeRénov' et autres, qui sont imposées en termes de performance produit. L'artisan, lui, peut pas tout connaître. C'est juste impossible. Donc nous, on est le garde-fou parce qu'on lui permet de chiffrer ses produits. Mais en même temps, on va lui dire quand c'est pas fabricable, ou quand la dimension est trop grande, ou quand telle option n'est pas disponible dans la configuration. Mais ça nécessite quand même une très grande vigilance du côté des fabricants pour être sûr que les informations qui sont données soient réalistes, réelles, adaptées en temps réel, quoi. Parce que quand tu parles de la disponibilité, quand tu as des délais un petit peu délicats avec un client, tu regardes sur ton interface, on te dit, voilà, ça va être prêt dans 3 semaines. Si après, en fait, le fabricant, il n'était pas scrupuleux sur les informations qu'il a partagées, il y a un risque derrière, quoi. Donc, il faut vraiment aussi que derrière, tout le monde joue le jeu et soit très vigilant sur les informations qui sont saisies. Alors, il faut savoir que très peu prennent le risque de s'engager au moment du chiffrage sur la notion de délai, tout simplement parce qu'en fait, l'artisan ne maîtrise pas le délai de prise de décision de son client. Bien sûr. Et ensuite le délai de maîtrise et de passage en commande. Donc il y en a quelques-uns qui s'y risquent en disant mon délai théorique aujourd'hui est à 4 ou 6 semaines. Et c'est à l'artisan en réalité de se dire et de dire à son client, voilà, je serai en mesure de poser ses fenêtres à telle ou telle date. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait de phobies un petit peu administratives et de freins vis-à-vis d'interfaces qui sont un petit peu compliquées. Il faut créer un compte, il faut valider par le smartphone, il faut aller voir l'adresse mail. Des fois, c'est un peu compliqué quand on n'a pas cette appétence-là. Est-ce que toi, tu penses que c'est un des principaux freins pour encore certains artisans rebelles qui travaillent en direct ou coup téléphone ou qui vont se déplacer chez leurs fournisseurs? Est-ce qu'il y a justement peut-être eu des améliorations au fil des années qui ont été faites sur les interfaces ou même sur des formations en ligne, parce que tout le monde ne peut pas se déplacer et sacrifier une journée pour aller savoir faire comment faire un devis, etc. C'est toute la difficulté. On est dans un métier où la véritable compétence, elle est dans les mains de l'artisan. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont un talent manuel. Ce qui veut dire que l'informatique n'est pas véritablement une appétence, c'est quelque chose de natif. Voilà, je pense qu'il vaut mieux faire poser des fenêtres par un artisan que par un informaticien, ça sera mieux posé, mais néanmoins sur l'informatique, on peut pas dire que ce soit leur dada, à part quelques-uns d'entre eux. Non, là où il y a une adaptation, c'est qu'en fait, ce sont les outils que l'on a à disposition, comme les tablettes par exemple, qui nous ont contraints, nous, à nous adapter en tant qu'éditeurs. C'est-à-dire que quand tu prends tout simplement une tablette X ou Y, il y a des icônes, on clique dessus, ça doit ouvrir un programme et ça doit être simple. L'interface utilisateur doit être simple. Donc aujourd'hui, le grand travail se fait sur l'UI et l'UX pour que l'artisan puisse, avec ses doigts, cliquer sur des choses qu'il connaît. Par exemple, quand on veut choisir une télécommande pour un volet roulant, aujourd'hui, on fait en sorte qu'il clique sur la photo de la télécommande parce que c'est son quotidien et pas l'obliger à lire un texte technique qui lui dit télécommande, machin, etc.
Ouais. Et c'est vrai que tu en parlais, la modernisation des outils digitaux a vraiment évolué. Hein. Il n'y a pas longtemps, quand on avait un téléphone avec un clavier, on trouvait ça génial. Il n'y avait plus l'antenne rétractable. Maintenant, il y a des tablettes qui vont être adaptées aussi au chantier. Et c'est vrai qu'il faut adapter les interfaces. On estime qu'il y a plus de 70% des artisans du bâtiment qui rédigent, qui modifient ou qui envoient leur devis directement depuis un smartphone ou une tablette. C'est considérable parce qu'à l'époque, c'était encore la grosse tour d'ordinateur dans l'atelier ou dans le bureau. Voilà, maintenant, la mobilité, elle est devenue indispensable sur les chantiers. Alors après, Sylvain, moi, je m'interroge quand même parce que tu as un métier qui est évidemment manuel, qui demande une expertise, un savoir-faire. Mais au cours des dernières années, on a vu beaucoup de drones se développer, être efficaces, même nettoyer des toitures, enfin des trucs invraisemblables. Est-ce que toi, tu estimes quand même que tu as un métier qui ne pourra pas toujours être remplacé par ces petits appuis et peut-être également, est-ce que toi, tu utilises ces technologies, ces drones sur certains chantiers pour peut-être te mettre en sécurité, toi ou tes hommes, ou gagner du temps? Alors non, on n'utilise pas de drone chez MS Access. Néanmoins, effectivement, ça commence à prendre une part de marché. Mais je fais partie des gens, je vais faire grincer les oreilles des pilotes de drone, mais je fais partie des gens qui pensent que le drone n'aura jamais, enfin je ne vais pas dire jamais parce que ça évolue très vite, mais qu'il n'aura jamais la même qualité de rendu, et il y a des tâches dans lesquelles le drone ne sera pas du tout efficace. On n'a pas encore un drone qui va pouvoir être équipé d'une visseuse pour aller démonter un volet roulant en R+12. Voilà, donc on a encore de beaux jours devant nous avant que les drones prennent notre place. Et puis surtout, parfois, ils peuvent pas voler. Il y a aussi des conditions météo qui les empêchent de voler, Tout ou à des fait. conditions administratives. Exactement, Parce qu'il surtout faut, en France, des conditions administratives. Voilà. Surtout dans les centres-villes, peut-être, où tu vas avoir des bâtiments un peu protégés ou des habitations trop proches. Ça, c'est encore la force qui fait que l'humain, il a de beaux jours devant lui, j'imagine. Oui, tout à fait. L'administratif au niveau de la DGAC en France est très restrictif pour le vol de drones. Ce serait juste miraculeux pour juste aller faire un devis, de pouvoir faire décoller un drone, regarder les équipements en toiture, les ancrages existants, même pour des façades. Hein, ce serait vraiment merveilleux de pouvoir faire ça facilement. Je comprends tout à fait que pour des raisons de sécurité, on puisse pas faire décoller des drones n'importe où, n'importe quand. Mais c'est un bon outil, mais voilà, avec les contraintes existantes, c'est impossible à exploiter, Ouais. selon moi. Tu nous disais, du coup, des fois, tu es amené à, par exemple, démonter des volets en façade. C'est quoi le quotidien d'un métier de cordiste dans le bâtiment? C'est quoi les chantiers types pour lesquels on va t'appeler? Ça va être des fois faire de la peinture, en façade, ça va être quoi? Tout C'est à fait. très varié? C'est justement, il y a 22 ans maintenant, ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est qu'on a, alors même s'il y a des interventions qui reviennent, on a quand même un panel de métiers qui fait que il y a pas de routine qui s'installe. On va pouvoir faire démonter un volet, remplacer une menuiserie, ne serait-ce que faire de la manutention pour des menuisiers. Là, on a un cas où on doit déposer 3 cadres avec des baies vitrées qui pèsent 140 kg en R+7 avec aucun autre accès. Bah, nous, on met des systèmes de levage, on est sur corde, on accompagne à la montée comme à la descente les baies vitrées pour pas qu'elles Oui, soient... quand ça ne peut pas passer par le blinter du bâtiment, c'est ça? Exactement, tout à fait. On peut faire des réparations de maçonnerie, de la peinture, du nettoyage. Dans la partie industrie, on fait de la maintenance industrielle également. Mais en fait, c'est ce qui fait que j'ai été attiré par ce métier, c'est la routine n'existe pas. Et donc, la corde est un moyen d'accès. Et une fois le moyen d'accès, une fois le poste de travail atteint, ben là, il faut savoir faire autre chose que monter au bout d'une corde. Ouais, j'imagine. Et puis quand tu es sur ton bâtiment, au bout de ta corde, etc., la perceuse dans la main, t'as pas forcément le loisir d'avoir trop de choses sur toi. Est-ce que justement tu utilises des équipements numériques? Tu nous disais, tu fais tes rapports, etc., directement en dématérialisé. Est-ce que tu es parfois équipé, je sais pas, d'une caméra, genre une GoPro et choses comme ça? Est-ce que tu as un enregistreur pour faire tes rapports au direct de ta descente quand tu inspectes une façade, comme un médecin en fait qui ferait son rapport au dictaphone qui est après tapé? Ça se passe comment sur les chantiers? En fait, les cordistes ont des pochettes avec un smartphone, chacun leur smartphone. Ils sont attachés pour Oui. éviter qu'il y ait... Un smartphone Ouais, comme tu mets. au 17e étage, ça peut Ouais, fendre non, un crâne, quoi. Ça picote. Ça picote. Donc, effectivement, ils ont les smartphones qui sont sécurisés et via le smartphone, ils peuvent nous appeler s'ils ont un souci technique
à résoudre. Ils peuvent également prendre des photos de ce qu'ils ont en face. Ils peuvent prendre des notes. Ils peuvent faire des calpinages en ligne. Ils peuvent afficher les plans de façade, etc., etc. Donc c'est essentiellement le smartphone plus que la tablette qui prévaut chez nous comme outil de transmission des informations. Ouais. David, tu nous disais Oui. que tu faisais aussi de la menuiserie donc extérieure, si parfois intérieure. Tu es fabricant ou tu fais juste de la pose? Non, on fait de la pose, c'est surtout, et notre premier métier, c'est négoce. C'est-à-dire que nous, on met en relation justement toutes les usines en France avec nos clients, nos petits clients. Donc, c'est juste, on va dire, on fait juste une transition et après, on pose les produits. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que des fois, tu vas avoir des demandes un petit peu particulières, j'imagine, sur des finitions, sur des couleurs, etc. Est-ce que justement, au cours des dernières années, toi, tu as vu des améliorations, par exemple, dans les visuels qui pouvaient être générés? Est-ce que, par exemple, quand tu fais un devis, un chiffrage et que tu fais les échanges avec ton fournisseur, ça te génère automatiquement un aperçu du produit fini que tu peux ensuite transférer à ton client? Nous, on a le délai que quand on a la RC. C'est-à-dire que quand on a commandé, on a notre fournisseur final qui nous envoie l'accusé de réception de commande avec un délai. Et c'est à partir de là que moi, je m'engage avec mon client pour lui dire « Ah ben vous savez, j'aurai vos menuiseries telle date, donc on va vous poser telle date. » Donc c'est comme ça qu'on peut vraiment faire les délais. Et à ce niveau-là aussi, le fournisseur m'envoie des plans de coupe. Donc après, je peux fournir ces plans de coupe au client aussi. Oui, parce que j'imagine qu'après, quand il y a une ouverture à faire, eh ben, ça peut être transféré au maçon. En fait, il y a juste un réseau d'informations qui circule. Et toi, quand tu ouvres ton chantier, en tant que chef d'entreprise, tu veux avoir tout qui est centralisé, tout qui est globalisé. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, après, ça dépend des demandes diverses du client. Bon, après, je m'adapte. Je D'accord. m'adapte à tout. Alors, toi, tu fais quand même surtout du sur-mesure, donc tu Oui. as très peu de stock. Tu vas pas Mm. stocker des fenêtres ou des portes standards. Par contre, tu as une grosse partie, j'imagine, peut-être en consommable. Mhm. Est-ce que tu as une partie de ce stock qui est quand même absolument nécessaire, et quand tu passes du comprimande ou des acryliques, tu dois en passer quelques dizaines de cartouches par jour. Tout à fait. Est-ce que tu gères ça aussi d'un point de vue informatique ou pas nécessairement? Non, pas nécessairement. Donc, c'est plus à la demande. Et puis, pour chaque chantier, on a un nombre de cartouches qu'on va passer. Tu sais que tu as un minimum à avoir, quoi. Quand l'étagère a commencé à être un peu toujours. vide. Ah, bien sûr, on a l'entretien du stock à faire. Et puis, mais surtout, les stocks, c'est plus sur justement de la menuiserie intérieure. On aura toujours de la quincaille de dispo. On aura toujours peut-être des portes barilles, basiques. des poignées, Voilà, des des trucs comme ça. barilles, des poignées, des trucs, des consommables qui sont vraiment indispensables. Mais sinon, après, nous, c'est tout à la commande. Nous, on est un flux tendu. Donc, tout ce qui rentre, ça ressort. J'imagine qu'il faut vraiment être vigilant, parce que sinon c'est une rupture sur le chantier et après c'est de la perte sèche. Mais Ça, c'est le justement, patron qui parle. Non, mais il y a pas de rupture techniquement, comme tu m'as dit tout à l'heure. Nous, on sait, par exemple, moi, je fais mon plan par rapport au nombre de menuiseries que j'ai dans une maison. J'espère qu'avec l'expérience, on sait combien de silicone, combien de Bien comprimantes sûr. et combien de consommables on a besoin. Et techniquement, on a toujours un surplus, bien sûr. Même sur les habillages, on a toujours un surplus. Alors Olivier, justement ça, la gestion des stocks et la gestion des informations qu'on va pouvoir envoyer aux clients, aux fournisseurs, c'est devenu un enjeu dans une efficacité d'entreprise où chaque heure perdue, c'est une perte sèche. Alors aujourd'hui, dans le métier de la menuiserie, d'une façon générale, il y a toute une partie qui se fait encore de façon très manuelle. Et alors, étrangement, on pourrait penser que l'informatique est capable de tout résoudre. Alors, ça vient progressivement, mais c'est pas très naturel, on va dire. Par exemple, la gestion de planning de pause. Je vois chez beaucoup de mes artisans clients encore les fiches hantées accrochées au mur. Pourquoi ? Parce que si un poseur passe par là, si la secrétaire passe par là, si le patron passe par là, d'un coup d'œil, il n'a pas besoin d'allumer un écran ou un ordi ou un terminal. Il voit que Madame Michu, elle va être posée demain à 14h. Et ça, progressivement, avec des outils tiers avec lesquels on vient encapsuler dans nos propres logiciels, hein, on n'a pas la prétention de tout savoir faire. Il y a des gens qui font des choses très bien. Je vais te donner un exemple, la signature électronique aujourd'hui, qui fait partie de la digitalisation. On va pas le développer. Il y a des gens qui font ça extrêmement bien et on se plug avec les API et ça marche tout de suite. Là, c'est pareil. Pour l'organisation de chantier, progressivement, on vient intégrer des outils, soit externes, soit qu'on développe. Pour la gestion des stocks, par exemple, étrangement, c'est géré de façon très manuelle. Alors qu'en réalité, il serait très simple d'être avec son smartphone et de dire des cartouches silicone en blanc 9016, j'ai 24 cartouches, faut que je pense à en recommander, et puis ça arrive chez la secrétaire qui recommande. Mais étrangement, c'est pas un enjeu, en tout cas aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des choses qui vont pas forcément plus vite via le smartphone, quoi. Non. C'est ça. C'est bien de savoir aussi que on n'est pas obligé de passer tout numérique et qu'il y a encore des systèmes de communication en interne dans les entreprises qui peuvent être efficaces à l'ancienne, quoi.
Alors, en fait, je pense qu'il y a deux niveaux. Il y a la communication interne, ça, tu as raison de effectivement en parler, mais les priorités sont quand même beaucoup mises sur la communication avec le client. Parce qu'en fait, celui qui est demandeur d'immédiateté aujourd'hui, c'est le client. Depuis qu'il sait qu'on peut faire des commandes en un clic, il a tendance à vouloir tout faire un peu comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un client qui appelle, ça devient un lead qu'il faut être capable de traiter, transmettre au commercial, que le commercial aille le voir, que le devis soit fait rapidement, qu'il soit envoyé de façon digitale, signé de façon digitale, géré de façon digitale avec le fournisseur, que le client, entre-temps, ait son propre espace dans lequel aller pour voir que sa commande a avancé, mais comme on le fait sur n'importe quel site marchand. Mais ça s'applique aujourd'hui même à l'artisan dans la menuiserie. C'est là où est la demande. Oui, c'est une course. C'est une course à la signature presque. C'est presque un peu ça. Et puis, en fait, aujourd'hui, comme le numérique permet de faire, d'avoir comment dirais-je, une sorte d'instantanéité, bah, il se dit pourquoi est-ce que finalement, quand j'achète un truc sur Internet, je sais que ma commande a été mise dans le camion et que je vais l'avoir demain dans ma boîte aux lettres. Pourquoi est-ce que ce serait pas la même chose avec mes menuiseries? Donc, le niveau d'exigence, en réalité, est en train d'augmenter et les artisans se retrouvent contraints. Alors, on les accompagne, hein, pas de panique. Et on les accompagne pour que, précisément, ils puissent de plus en plus répondre à cette exigence-là. Il y a des gens qui vous disent, mais attendez, je vais pas vous signer ça papier, vous m'envoyez ça, je vous le signe numériquement. Vous voyez? Ouais, bah, tu sais, tu parlais tout à l'heure de la signature électronique. Il y a une information qui est tirée des données sectorielles des éditeurs de logiciels BTP qui indique que l'envoi de devis avec option de signature électronique a augmenté de 40% au cours des 3 dernières années. Et les devis signés numériquement sont validés en moyenne 4 jours plus vite que les devis envoyés par courrier ou remis en main propre. Et pourtant, c'est encore peu. Et c'est encore peu. Ben, c'est ça. Je pense aussi qu'il y a certains artisans qui ont à cœur, on l'a vu au cours des dernières émissions, de parfois se déplacer. Quelqu'un qui fait un chantier, une salle de bain entière, il va avoir souvent tendance, on l'a vu au cours des échanges, de se déplacer chez le client pour présenter lui-même ses vues en 3D, des échantillons qu'il a amenés suite aux dernières rencontres, etc. Donc, il y a quand même aussi, dans plein de travail peut-être très spécifique, hein. Encore une fois, ça va pas forcément être le cas quand on veut changer un chauffe-eau ou quoi que ce soit, on va pas se redéplacer pour faire voir un visuel du chauffe-eau, quoi. Mais je pense qu'il y a encore une grosse part de service et de déplacement chez le client qui fait que parfois le numérique n'a pas de sens. Si on voit le client qu'il est d'accord, prêt à signer, on va pas dire je vous envoie un devis par mail dans 3 jours, quoi. Hein, on a déjà imprimé, on conclut et c'est terminé. Mais même effectivement dans cette démarche d'aller voir le client, l'entretien avec le client a changé. On peut avoir un smartphone, faire une photo de la pièce et dire à ChatGPT ou autre, transforme-moi la pièce avec tel style. On discute un peu avec le client, on fait voilà ce qu'on peut vous faire. Et ça, c'est l'IA qui a transformé complètement la façon d'aborder un client en direct live avec lui. Ah, c'est sûr, moi je suis menuisière, c'est souvent que je reçois un mail. Est-ce que vous pouvez nous faire ce type de meuble? Et en fait, c'est leur pièce à eux. Et en effet, ils ont directement le visuel, mais ça permet de lever des fois des ambiguïtés sur le rendu qui est attendu. Donc ça peut être aussi un gain de temps dans les échanges avec le client. Et d'ailleurs, on parle souvent aussi des configurateurs. Tu en parlais, Olivier. Les gens s'attendent dans l'artisanat à avoir des services qu'ils ont ailleurs. Par exemple, quand ils configurent leur cuisine ou leur véhicule sur le site du concessionnaire, eh bien, l'utilisation des configurateurs numériques connectés au catalogue des fabricants, donc ceux dont tu parlais tout à l'heure, permet aux artisans de la fermeture, donc fenêtre, store, porte, de diviser par 3 le temps de création d'un devis complexe, tout en éliminant les erreurs de tarification. Alors ça nous vient du rapport sur la productivité des PME du bâtiment, l'Institut supérieur des métiers. Et puis j'irai même plus loin, mais là David, tu vas peut-être pouvoir nous renseigner sur ta propre expérience. L'intégration de scanners 3D ou d'applications photogrammétrie sur smartphone, donc ce que vous parliez tout à l'heure aussi, permet de réaliser des relevés de code d'une précision millimétrique. Le taux de retour ou d'erreur sur la pose des menuiseries sur mesure est tombé à moins de 1,5% grâce à ces outils. Alors moi j'avoue, je suis encore ancienne école, c'est-à-dire que c'est niveau laser, mètre ruban et télémètre. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues qui m'indique utiliser maintenant des applications où en fait on balaye en mode vidéo la pièce et ça va faire un relevé hyper précis. Toi, David, est-ce que tu as passé le pas ou tu es encore à te déplacer avec ton mètre ruban? Ah non, déplacement, mètre ruban. Je vous explique pourquoi. Certes, il va balayer la pièce, il va faire ce qu'il faut, il va faire les bonnes cotes, il n'y a pas de souci. Mais configuration. Quelle configuration veut le client? Comment on pose? C'est là où l'humain doit être là. Et c'est là où le mètre ruban, ça aide. Parce que, bon, tu t'y connais, différence entre code tableau, code tunnel, code passage. Puis ça va quand tu as des murs nus. Oui, quand tu as des murs nus, ça va, mais oui, des fois, tu as des choses devant en plus. Tu as l'habillage placo. Est-ce que c'est du placo? Est-ce que c'est du béton? Quand tu es en réno, tu n'y es pas.
Ouais, S'il ouais. n'y est pas, c'est pas la peine de balayer. Tu peux balayer tant de fois que tu veux. Ta menuiserie, si tu te trompes, tu te trompes. Voilà. Donc, il vaut mieux qu'il y ait un humain derrière. Et c'est là où, moi, je dis, rien de tel qu'un beau petit maître avec son petit mètre ruban. Même pas mètre laser, mètre ruban. Oui, puis Parfois, voir sur place, c'est- est-ce que tu as de voilà. l'humidité? Tout à Est-ce que fait. tu as des choses qui sont abîmées? Est-ce que le plancher, il est assez solide pour tenir tout ça? Enfin, il y a aussi le côté, voilà, le côté sensation. Mais c'est vrai que si en plus tu peux avoir un petit logiciel qui va appuyer ton relevé, ça fait peut-être des fois une petite sécurité, quoi. Voilà, ça peut être un plus, mais ça doit pas être Ça une doit pas tout panacée. remplacer. Non, ça doit pas tout remplacer. Ouais. C'est sûr. Olivier, tout à l'heure, toi, tu nous disais que tu faisais parfois le lien avec d'autres fournisseurs de logiciels qui font très bien le travail, notamment sur la facturation électronique. Est-ce que ça, à l'avenir, c'est des choses qui sont faisables de faire le lien entre l'application qui fait ton relevé et qui va t'envoyer directement certaines cotes dans ton logiciel, où finalement, il y a quand même une part qui est absolument nécessaire de saisie de l'artisan qui, comme ça aussi, vérifiera en fait. On peut pas tout remplacer. Il y a un moment donné où l'artisan, il doit intervenir quand même dans la saisie, j'imagine. Oui, je vais abonder parce que, en fait, il y a un entre-deux. On a fait un essai il y a quelques années avec une société qui avait créé un télémètre qui permettait de faire des relevés et puis on avait fait une interface qui permettait de les intégrer directement dans les devis et donc ça simplifiait le chiffrage, etc. Bon, cette société a disparu, faute de chiffre d'affaires et faute de clients. Le système était pourtant pas mal imaginé, mais globalement, on voit qu'il y a un vrai point de blocage parce que la valeur ajoutée qu'a l'artisan, elle est précisément là. Elle est là en termes de conseil et elle sera là en termes de mise en œuvre. Et de ce point de vue-là, ce que l'on fait, par exemple, pour ça que je parle d'entre-deux, aujourd'hui, on peut, par exemple, prendre un devis et faire en sorte que sur une tablette, le devis soit éclaté en autant de pages qu'il y a de produits et porter les cotes directement par une tablette en faisant son métré sur le document qui est issu du devis et qui va être stocké dans la GED du client pour ce chantier-là. Ce qui est un entre-deux. Mais quelque part, la connaissance technique, c'est vrai chez toi, c'est vrai chez David aussi. Il y a un moment où l'œil humain, aujourd'hui, amène encore ce que le client attend. Puis attendez, faut bien réfléchir à une chose, c'est que quand il y a plein de produits que l'on peut acheter assez facilement, effectivement, on regarde les caractéristiques techniques, on clique et c'est livré 3 jours après, très bien. Mais on parle souvent quand même de l'intimité de l'habitat, c'est-à-dire qu'on touche à quoi? On touche à l'abri, on touche à là où on a ses enfants, là où on dort, là où on vit. Quelque part avec des budgets qui sont considérables. Quand on refait toute une maison en menuiserie, c'est pas 10 €. Donc quelque part, je pense que le particulier a une légitimité à vouloir, comment dirais-je, discuter avec quelqu'un qui va le rassurer sur ce qui va se passer. Et de ce point de vue-là, je suis pas intimement convaincu que quelqu'un qui balaye une pièce avec un smartphone, ça peut peut-être amuser, mais je sais pas dans quelle mesure le mètre a pas encore ou le télémètre a certain avenir. Et heureusement pour les fabricants de mètres ruban. Oui. On pensait. Absolument. Alors j'ai quand même une question financière, Olivier, parce que ces logiciels-là, quand on est chef d'entreprise, on a toujours un petit peu peur du tarif. Est-ce qu'il y a des règles un petit peu où il faut se méfier? Ça se passe comment? C'est des abonnements à vie, des abonnements plutôt mensuels, annuels? Parce que moi je pense toujours au petit artisan qui est tout seul dans son camion, qui a envie de passer au numérique. Est-ce que ça va forcément... Il va y avoir quand même des solutions qui vont être adaptées à la taille de son entreprise, parce que c'est sûr qu'il peut pas supporter le même coût qu'un logiciel qui va être dédié à des grosses infrastructures avec 30 comptes utilisateurs. Je veux dire, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. C'est le cas? Ah oui, c'est obligatoire. En fait, nous, chez Hercule Pro, on a toujours basé en fait notre politique commerciale et notre stratégie tarifaire sur le fait de travailler principalement avec des artisans, ce qui est vraiment notre cible principale et on les aime depuis 2004. Donc c'est pas récent. Et effectivement, oui, il faut tenir compte du fait que beaucoup des entreprises que l'on équipe sont constituées généralement de 1 voire 2 personnes, et bien souvent un couple. C'est monsieur qui pose et puis qui fait le commerce et madame qui fait les factures. Donc il faut avoir un modèle économique mensuel aujourd'hui parce que tout est mensuel et que ça passe mieux en termes de trésorerie plutôt qu'un investissement. À une époque, quand on voulait un logiciel de chiffrage menuiserie, il fallait mettre 3 ou 4 000 € sur la table. Pour un artisan, Pour c'était chaque très, très fournisseur lourd. en plus, c'est Non, ça? non, fort heureusement, les bibliothèques des fabricants sont pas facturées. Non, Non, parce que c'est vrai que si on se dit à chaque fois qu'on Non, doit payer l'accès à un fournisseur, on doit payer 300 € par mois, ça devient une charge. Il faut en vendre de la fenêtre derrière, Ah quoi. oui, non, aujourd'hui,
en fait, avec un logiciel comme le nôtre, comme Link par exemple, on est à 129 € et on a accès à 2000 bibliothèques de fabricants de France et d'Europe. Donc non, ça c'est pas un sujet et on va faire tout devis. L'intérêt aussi, c'est que par exemple, quand tu as un chantier chez un collègue ou un copain qui est 3 départements, tu peux aussi prévoir d'avoir des fournisseurs qui sont pas forcément de chez toi et te faire livrer à côté par un fournisseur local pour diminuer les frais de livraison. Ça peut être une stratégie, par exemple. Bien sûr. Ah oui, rien ne s'y oppose. Hein. Aujourd'hui, on fait un peu ce qu'on veut, en fait. C'est ça qui est pratique. C'est pas mal. Non, mais il faut voir. Donc, si vous voulez vous trouver un petit chantier au bord de la mer cet été, vous faites livrer ça sur place. Après, vous lézardez. Et puis voilà, tout le monde est content finalement. Moi, quand j'étais menuisier, parce que j'ai été menuisier avant d'être éditeur de logiciels, donc je connais bien le métier de menuisier. J'ai vendu et posé des fenêtres. Ça m'est arrivé, oui. De lier l'utile à l'agréable. Attends, en été, moi j'habite Nantes. Donc mon entreprise était à Saint-Sébastien, juste en dessous de Nantes. Et l'été, généralement, je posais des baies à partir du mois de mai-juin. Juste avant la saison, je posais des baies à Pornic, à la Baule, ça se passait très bien. Les fournisseurs de la Baule le voyaient débarquer avec son short. Absolument. Alors je posais pas en short, mais il y avait mon camion et ça se passait très bien. Mais non, mais c'est ça permet aussi de s'adapter. Et parce que quand tu as un gros chantier, tu ne veux pas forcément trimballer toi-même tes fenêtres, mais si ça te coûte un semi-remorque qui fait 400 km parce que tu connais pas le fournisseur local, là ça t'ouvre quand même des contacts et il y a un carnet d'adresses qui est intéressant. Par contre, la crainte quand même qu'on peut toujours avoir, c'est la menace un petit peu de la cyberattaque, de l'infiltration des données. Et le secteur du BTP, il n'est pas épargné parce qu'il y a 15% des PME et TPE du bâtiment qui ont numérisé leurs fichiers clients, leurs comptes, etc., qui ont déjà subi des tentatives de phishing ou de hameçonnage. Donc, des fois, on a des mails qui paraissent institutionnels, véridiques, qui nous disent de nous connecter. Et en fait, c'est des tentatives d'escroquerie. Toi, j'imagine que tu dois répondre peut-être à des normes, à des standards pour garantir que les utilisateurs, ils n'aient pas de soucis après. Alors, le risque zéro n'existe pas, il faut bien partir de ce principe. En revanche, oui, c'est un sujet qui est vraiment un sujet majeur. Pour te donner une idée, sur les 3 dernières années, les attaques directes ou indirectes, c'est un facteur 10. Donc c'est pas neutre du tout. Alors après, il y a des professionnels, hein, il y a des gens qui font ça très très bien. On est, nous, audités très régulièrement. Alors ça préserve pas de tout, hein, c'est pas un vaccin définitif, si je puis dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'un éditeur qui héberge des données de façon sérieuse met plus en sécurité les données que quelqu'un qui a des données en propre sur son PC et éventuellement qui va lui ouvrir un mail. Et du coup, tu héberges, pareil, en Europe, t'as des obligations morales ou même techniques vis-à-vis du lieu d'hébergement de tes données ? Alors, c'est multisite et c'est en France. Comme ça, tu répartis un petit peu le risque, c'est ça ? Alors, c'est de la redondance. Tu dupliques, ouais. En fait, on a beaucoup appris de l'histoire qui s'est produite. Tout le monde doit avoir ça en mémoire, parce que on a parlé à la télé d'un centre qui avait pris feu ? Oui, à Strasbourg. Et en fait, il y a des boîtes qui ont coulé parce que c'était OVH, le fournisseur, ne redondait pas dans ces différents data centers, alors que géographiquement, il en avait à différents endroits. Et donc, bon, ça, évidemment, il a corrigé le tir, ça va de soi. Et nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une donnée, elle va être éventuellement redondée chez nous. Elle va être redondée sur 2 ou 3 sites différents. 3-4 endroits différents. Oui, et voire même, on fait même des sauvegardes régulières physiques déconnectées. Donc sur des disques durs externes, des choses comme ça. Alors que le patron qui fait tout sur son ordinateur, si son ordinateur il flambe, il a tout perdu, quoi. Donc c'est une sécurité aussi quand on a ce type de logiciel-là, d'avoir des sauvegardes, de pas perdre les informations et de devoir tout ressaisir à la main. C'est primordial. C'est intéressant. Et alors dernière petite question de curiosité, on en a parlé un petit peu au début, l'intelligence artificielle. Voilà, maintenant c'est un petit peu dans toutes les bouches et même dans les smartphones des clients. Toi, c'est un appui sur certaines options que tu préconises, par exemple, je sais pas, de l'écriture automatique de certains textes ou choses comme ça, ou tu n'en as pas encore l'usage ? Alors, nous, en interne, on l'utilise beaucoup. Les développeurs l'utilisent pour développer, parce que ça leur permet de gagner du temps. Il y a une partie du code aujourd'hui qu'on ne code plus, hein, qu'on fait coder par une IA bien connue qui est très spécialiste là-dedans. Et autrement, pour nos clients, en fait, on est en train d'entraîner notre propre intelligence artificielle métier, pour amener du métier dans le logiciel en plus de ce qu'il sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, notre assistant de chiffrage qui va prendre une bibliothèque d'un fabricant va être capable aujourd'hui de dire non, si tu mets ça, faut mettre telle poignée, si tu mets tel vitrage, il va falloir changer telle option. Et voire même, elle peut même la choisir à ta place
et faire le bon choix. Un peu comme quand moi je commande une charnière, il va me dire attention, il y a un produit complémentaire Oui. qui est obligatoire pour bien faire la pause, avec tel en base, quoi. C'est ça? Oui, ça peut être ça, ou ça On peut être, anticipe un peu le besoin. par exemple, le fabricant va te proposer de série une fenêtre en blanc. Tu veux la passer en gris, ta poignée, si tu la laisses en blanc, ça va être moche. Ça fait des vérifications. Voilà, Ok. en fait, et non seulement ça, mais ça va te remplacer, par exemple, ta poignée directement par une poignée en alu brossé. Parce que ça va avec le gris. Enfin, c'est des choses, C'est c'est un des exemple suggestions basique. pour faire Ouais. gagner du temps. Oui, ça fait gagner du temps, puis ça sécurise, parce qu'une fois que tu cliques sur le bouton pour envoyer en EDI ta commande, t'as plus que la confirme, et on sait que les confirmations de commande, c'est pas ce qui est le plus lu. Tout à Pourtant, fait. il faut toujours tout lire. Et pourtant, il faut. Sylvain, on parlait tout à l'heure de la sécurisation des données en ligne. Moi, je pense quand même, vu ton métier, à la sécurisation de de ta propre intégrité physique. Tout à fait. Est-ce qu'avec les années, parce que ça fait quand même longtemps que tu travailles dans le domaine, tu as vu apparaître du numérique dans tes équipements de sécurité, par exemple sur des mousquetons connectés, sur de la durée de vie des cordes, des applications où tu peux mettre tes dates d'achat, puis ça te fait des alertes sur la péremption de tes équipements. Ça se passe comment au quotidien? Tout à fait. Donc moi j'ai débuté, on avait des fiches de vérification API, donc les équipements de protection individuelle, ils doivent être vérifiés à minima une fois par an par quelqu'un de formé. Et d'extérieur peut-être? Ou même tu peux faire ça en Non, interne? ça peut être fait en interne sans aucun problème. Si tu as les qualifications, tu peux t'en Tout charger. à fait. Et donc la traçabilité, en fait, il y a 22 ans, elle était sur une feuille A4 imprimée. On mettait des petites coches dans des cases, on signait en bas de la page et tout était beau, tout était joli. Et donc maintenant chez nous, on a entièrement numérisé tout ça. On est connecté avec une appli d'un fabricant mondialement connu d'équipements de protection individuelle. Donc ils ont créé leur propre application. C'est là où on voit aussi Ils prennent les devants. Exactement. Je vois la même les compréhension. fabricants d'outillage, maintenant tu peux Ouais, tout à fait. enregistrer, tu peux avoir une garantie étendue quand tu enregistres en ligne sur l'application. Voilà, il y a des petits gâteaux, des petits bonbons qui sont distribués pour qu'on prenne leurs applications. Le problème, c'est que des fois, quand on a plusieurs fournisseurs, on a 16 applications juste pour le matos. C'est un peu fatigant, quoi. Dans l'application dont je parle, en fait, on peut donc il y a tout forcément toutes les références du fabricant qui sont directement dans l'application, mais on peut également rajouter tous les autres fabricants à la main. Et une fois que c'est rajouté, qu'on a rajouté une référence une fois, elle est disponible dans la bibliothèque. Et il y a T'es pas aucun obligé problème là-dessus. d'avoir une application par fournisseur, ça c'est quand Non, même tout assez à fait. appréciable. Donc ça te permet par exemple d'avoir des numéros de lot, et si à un moment donné ils ont constaté une défaillance sur un baudrier, tu vas avoir le rappel peut-être Tout à fait, automatiquement. exactement. T'as déjà eu le cas dans le passé? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a pour poursuivre sur la réponse, en fait, nous il y a les fabricants. La plupart des fabricants maintenant ont soit des QR codes, soit des puces RFID sur les équipements. Et donc on vient soit avec une douchette ou un smartphone scanner le QR code, soit avec un lecteur NFC biper la puce RFID. Je parle un peu chinois pour certains. En fait, mais... pour ceux qui comprennent pas, c'est un peu comme quand vous allez à la bibliothèque, que vous empruntez des livres et que les personnes juste prennent votre livre, le mettent au-dessus de leur plan de travail et ça bip. Exactement. C'est la même chose. Exactement, tout à fait. Et donc là, ça reconnaît le matériel, ça reconnaît à quel kit complet il a été affecté. Éventuellement même à quelle personne? Tout à fait. On a un système, donc nous on a fait le choix d'avoir Elliot, un développeur en interne, et en fait il nous a fait une application dédiée à MS Access qui est liée, qui va être, par contre il va me dire non, c'est pas vrai ce que tu as dit, qui va être... Elliot, ne fais pas d'histoire s'il te plaît. Pense à ta prime de fin d'année. Et donc elle va être, on l'espère rapidement, reliée directement avec le logiciel mis à disposition par le fabricant, de manière à ce qu'on puisse avoir un lien entre notre parc et le logiciel directement. Et donc voilà, Il y a toujours la question de, c'est bien d'avoir l'interface, mais il faut qu'à un moment donné, l'information arrive dans l'interface. Tout à fait. Et plus on facilite ça, mieux c'est. Tout à l'heure, justement, on parlait d'API, et en fait, pour moi, les API sont l'avenir. En fait, on a tous le problème, je l'ai encore sur certaines choses, de pouvoir connecter des outils entre eux. Parce que c'est une catastrophe d'avoir un super outil à droite, un super outil à gauche, et de ne pas pouvoir les faire communiquer entre eux. Et plus on remplit une base de données manuellement, plus il y a un risque d'erreur. Donc en fait, plus si on a une saisie à faire une seule fois, qu'après ça se transmet automatiquement, il faut vérifier évidemment que tout va dans les bons champs. Mais en théorie, on limite aussi ce degré d'erreur. Dernière question sur la formation. C'est quand même assez spécifique à ton métier, hein. Est-ce que toi, tu as vu apparaître là aussi, au fil des dernières années, le développement peut-être avec les
casques de réalité virtuelle, de mise en situation de chantier, ou peut-être même pour préparer des chantiers, l'utilisation du numérique dans tes tâches? Alors, il y a eu, je n'ai plus le nom du salon, mais il y a eu un salon dédié au bâtiment sur Bordeaux il y a quelques mois. Et en fait, on m'a présenté justement un casque de réalité virtuelle qui permettait de détecter des situations dangereuses sur des chantiers. Donc, on met le casque, on est en immersion sur un chantier. Et comme un casque de la réalité virtuelle, en tournant la tête à droite à gauche, on voit quelqu'un qui est en train de monter sur une échelle. On doit dire, voilà, enfin avec la télécommande d'ailleurs, on clique sur la personne qui est en danger, qu'on estime être en danger, le pourquoi, le comment. Donc oui, il y a indéniablement quelque chose qui se fait là-dessus. Oui, et puis le réalisme aussi, on est tout de suite plongé dans la situation. L'an passé, on avait évoqué aussi des formations liées à l'utilisation des engins de chantier, et ils utilisaient ça aussi. Tout à fait, en fait, des simulateurs. Et puis c'est délicat d'avoir des simulateurs, des vraies pelleteuses et tout ça à disposition. Donc en fait, ils avaient juste besoin d'une chaise de bureau, d'un casque de réalité virtuelle. Le gars était assis sur sa chaise de bureau, il avait l'impression d'être dans la pelleteuse, puis lui aussi il devait dire, voilà, attention, là il y a telle chose à laquelle il va falloir faire attention. Là il y a tel passager qui est en train de marcher. Et c'était ça, c'était de la mise en situation. Mais ça remplace pas les vraies manettes et puis le vrai baudrier, quoi. Tout ça, à c'est fait. certain. Si je peux me permettre, j'ai juste... Tu peux te permettre, Sylvain. Je me permets alors, c'est gentil. Je voudrais juste revenir tout à l'heure sur le lien que tu as fait sur l'application qui permet de faire les métraits. En fait, je trouve que vous avez axé la critique sur le fait que l'IA ou la numérisation allait remplacer l'humain. Et en fait, pour moi, ça n'est pas du tout le cas, parce qu'effectivement, on a des métiers manuels. Ça peut être un complément. On sera probablement... C'est un assistant, en fait. Un assistant. C'est un outil vraiment magnifique. Par contre, vous en avez parlé aussi tout à l'heure du budget. C'est pas la capacité financière est déterminante dans le sens où cette application-là qui permet de faire des métraits avec un smartphone, ça nécessite d'avoir un smartphone qui coûte actuellement entre 1 400 et 1 600 euros. Voilà, donc... C'est pour ça qu'il faut voir le rapport gain et coût, quoi, tout à chaque fait, fois. Mais que ce soit pour un outillage, que ce soit pour un véhicule, il y a toujours cette question financière, et c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure avec Olivier, il faut aussi que ce soit adapté à la taille de l'entreprise et à la fréquence d'utilisation. Exactement, et effectivement, je comprends tout à fait que pour un menuisier, ça soit peut-être pas adapté. Par contre, pour un plaquiste... Oui. C'est sûr. C'est différent. Ou un cuisiniste, par exemple, qui après va intégrer directement les plans justement dans un logiciel de représentation virtuelle et va directement mettre le nouveau meuble dans la pièce. Et c'est vrai que le client, il se projette très très simplement. En effet. Justement, dis-nous. Un petit mot par rapport à ça. Justement, c'est la capacité de projection des clients. Et je dis pas que les clients sont limités par rapport à la projection, mais il y a plein de personnes qui ne voient pas. Ils ne voient pas comment ça ferait une menuiserie jeune dans un environnement bleu. Non, il faut qu'ils soient mis en situation. Dans ces cas-là, on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est que ça, c'est que les clients n'ont pas forcément cette idée de projection. Et puis au moins, ça lève le doute quand le menuisier ou le plombier et le client voient tous les deux le même visuel sur la feuille. Ouais, on est sûr de parler de la même chose. À fait. C'est pour ça que, si je puis me permettre, c'est pour ça qu'en fait, dans nos logiciels, avec les fabricants avec lesquels c'est possible, et c'est pour la plupart, on a du dessin dynamique. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait une menuiserie on respecte les hauteurs-largeurs, l'homothétie de la menuiserie, si elle est grise, on la met en gris, et si elle a des petits bois, on met des petits bois. Et ça permet déjà de se projeter. Et on a aussi des simulateurs qu'on trouve sur plein de sites des fabricants, par exemple notamment en porte d'entrée, où on peut prendre la photo de sa maison, l'incruster, on met la porte d'entrée dessus, et en fait c'est aussi nous, Hercule Pro, qui sommes derrière ces simulateurs-là. Un peu comme les opticiens, on peut tester notre paire de lunettes directement sur les yeux, en étant dans le canapé. T'as les coiffeurs maintenant aujourd'hui qui font ça, tu peux changer de coupe de cheveux si ça te fait plaisir en le simulant dans ton canapé le dimanche quand il pleut. Exactement. Formidable. Bon, pour conclure, j'ai envie de vous laisser la parole une dernière fois. Est-ce que toi, David, déjà, pour les chantiers, tu as vu aussi l'explosion des demandes liées à la domotique? Parce que, évidemment, il y a tout ce qui est numérique, intelligence artificielle en préalable du chantier. Mais maintenant, de plus en plus, tu as envie d'avoir, parfois, en tant que client, la possibilité de verrouiller ton téléphone, enfin, de verrouiller ta porte d'entrée avec ton téléphone, d'avoir une empreinte à la place d'une clé. Est-ce que toi, tu as vu qu'il y avait vraiment une explosion de ces demandes-là? Une explosion, je vais dire pas trop, parce que les gens sont plus, on va dire, cartésiens sur tout ce qui est menuiserie. Faut que ça ouvre, faut que ça ferme, c'est simple. Et une bonne vraie clé, voilà, c'est une quand bonne même pas mal. Et puis bien costaud, quoi. Voilà, parce que le jour où tu n'as plus d'électricité, au moins tu peux quand même rentrer chez toi. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est sûr, avec, disons, la nouvelle génération,
entre guillemets, les gens ils se projettent un peu plus sur ce genre d'équipement, c'est-à-dire une bonne domotique par rapport au volet, la serrure connectée très peu demandée. Parce que les gens, ils psychotent, ils se disent « Ah ouais, si je me fais hacker, comment je vais faire ?» Ben nous, on est là aussi pour rassurer les clients. Sauf peut-être dans certains cas particuliers, je pense notamment aux locations, tu sais, type Airbnb, où oui, justement bien sûr. ça t'enlève la contrainte des boîtes à clés que tu n'as plus le droit de déposer dans les villes, etc. Donc Et la contrainte ça d'être là aussi. ça va être des fois adapté à des situations bien spécifiques, mais Tout à fait. pour l'habitat traditionnel, tu constates quand même qu'il y a une certaine réticence. voilà, une Une certaine grosse réticence. réticence parce Ok. que les gens ont toujours peur. Et vous savez, quand on est chez soi, on a vraiment peur de l'intrusion. Et les gens, ils ont très peur de ça. Donc, je pense que c'est ça qui freine un peu. Mais dans les nouveaux bâtiments, avec des gens qui ont un peu plus ouvert d'esprit, ils le font en automatique. C'est Mais noté. pas très Olivier, demandé. si tu devais donner un seul chiffre ou un seul argument, alors que ce soit pour les menuisiers, que tu connais très bien parce que tu les as toute la journée au téléphone ou en visuel, pour convaincre les derniers artisans de la région qui travaillent encore au format papier de passer au numérique. Alors, c'est peut-être pas adapté à tout le monde, mais dans le bâtiment, ça devient quand même un petit peu nécessaire. Tu leur dirais quoi ? Alors, je leur dirais qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, parce qu'ils vont avoir des obligations légales. Ça commence cette année avec la réception des factures au format FactureX, mais l'année prochaine, il va falloir qu'ils les émettent de cette façon. Beaucoup émettent encore des factures faites avec des tableurs, et alors que ça n'est plus légal depuis quand même un bon moment. Une facture ne doit pas être modifiable, donc je pense que quelque part, il faut réfléchir à la façon dont on peut les accompagner. Il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter. Et en fait, ça fait pas mal. Non, du tout. Ça- Je suis témoin. Un témoin, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Il a Ça juste fait une pas boîte mal. de pansement à côté, mais bon, c'est un détail. Par contre, il y a une chose qui est vraiment très importante, et c'est vraiment le fond du problème, c'est que, par exemple, la facture X, qui est un sujet qu'on aborde très rapidement en conclusion, mais qui va être un sujet dans l'année qui vient, la charge, en fait, elle est bien sur les éditeurs comme nous. Enfin, tous les éditeurs d'une façon générale, entre guillemets, pour l'utilisateur, ça va être transparent. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de cliquer sur envoyer par mail, il va cliquer sur un bouton et entre guillemets, ça va être magique. Mais il y a toujours cette inquiétude de se dire oui, mais c'est pas parce que j'envoie ma facture qu'elle a été payée, puis est-ce que je vais pouvoir la modifier ? Donc voilà, il va falloir aussi faire preuve peut-être de pédagogie pour certains logiciels ou d'instruction de la part de certains utilisateurs pour vraiment savoir les tenants, les aboutissants, parce qu'on est toujours réticent à se sentir un petit peu surveillé en tant que chef d'entreprise, mais malgré tout, dans plein de pays, ça s'est déjà passé, et puis voilà, comme tu disais, ça fait pas toujours mal, Il quoi. y a deux réticences, en fait. Il y en a une au changement, mais qui est naturelle. On change de voiture, les boutons sont pas au même endroit, là, on pigne un peu au début, mais on s'habitue finalement. Et puis il y a aussi, oui, cette notion de je sais pas où ça va. Bon, ça c'est vrai que ça fait peur, et puis la notion effectivement surveillance. Néanmoins, c'est pas un choix en fait. C'est Malheureusement, une les obligation. choses sont en train de bouger, et c'est à nous de faire en sorte que ce soit le plus indolore possible pour les artisans. Sylvain, tu nous as dit que tout était déjà numérisé dans ton entreprise. Je veux quand même savoir, pour conclure, est-ce que tu as encore des choses en tête, en projet, qui amélioreraient le quotidien de ta gestion ou de tes chantiers et que tu prévois de mettre en œuvre ? Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans que je découvre un outil ou quelque chose où je me dis « Ah, on pourrait faire ça, ça, ça et ça serait vraiment magique. » C'est Elliot, ton développeur ? Là, il a peur, là, sur sa chaise, c'est ça ? Non, parce qu'on fait des choses... Mais c'est bien d'être on travaille proactif ensemble. aussi, d'être curieux sur ces Oui, domaines-là. tout à fait. Et ça fait gagner vraiment un temps fou. Et en tout cas, merci messieurs pour vos retours d'expérience, c'était très instructif. C'est toujours enrichissant de voir des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui nous donnent leurs vraies anecdotes et leurs vraies astuces. On espère en tout cas que vous, auditeurs, vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller écouter les derniers épisodes qui sont sortis et à vous abonner pour ne pas manquer les anciens. David, Olivier, Sylvain, vous êtes abonnés au podcast ? Bien sûr. Oui. Bien Voilà. sûr. Je vais m'en assurer personnellement. En attendant la prochaine étape de notre Tour de France de l'artisanat, je vous dis à très bientôt et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir. À bientôt. Au Au revoir. revoir.